Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce Face au marché consacré à Tikehau Capital et que l'on a intitulé Défense et sécurité. Pourquoi et comment investir aujourd'hui à l'heure où la géopolitique revient au premier plan, où les tensions montent un petit peu partout dans le monde? Pourquoi en faire un thème d'investissement? Comment s'en saisir aussi? Ce changement de paradigme est-il là pour durer? Voilà ce que l'on va demander notamment à notre invité Henri Marcoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Tikehau Capital. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez être interrogé par nos deux experts, c'est le principe de l'émission. Lisa Wilms, tout d'abord, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directrice générale d'Engage Finance et bonjour Jérôme Brussac. Bonjour. Président du groupe Rain. Voilà pour le programme, voilà pour le casting. Face au marché spécial Tikehau Capital, c'est parti. La défense et la sécurité aux avant-postes de l'actualité. Tension géopolitique oblige. En quoi y a-t-il un changement de paradigme en la matière et pourquoi en faire un thème d'investissement? C'est la première partie de ce Face au marché consacré à Tikehau Capital. Avec vous, Henri Marcoux et nos deux experts, Jérôme Brussac et Lisa Wilms. Avant toute chose, Henri, un petit mot de présentation de Tikehau Capital. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Tikehau Capital, 52 milliards d'encours. Gestionnaire d'actifs alternatifs, présent dans 17 pays où nous collectons de l'épargne, dont 9 pays européens où nous déployons du capital, 4 classes d'actifs, dette privée, 23 milliards, immobilier, 15 milliards, gestion traditionnelle, 6 milliards, et le capital investissement, investissement dans les entreprises dont nous parlerons aujourd'hui, 8 milliards d'encours. Merci pour ce rappel. Lisa Wilms vous pose sa première question. Lisa. Oui, donc là c'est au sujet de la souveraineté européenne qui revient au premier plan et je voudrais savoir si c'était un simple rattrapage ou si c'était le signe d'un changement plus durable de paradigme. Personnellement, je pense que c'est un changement plus durable. On a vu clairement depuis 2022 l'invasion de l'Ukraine, retour très fort de l'unilatéralisme, quand on voit ce qui se passe et les grandes puissances autour de nous, la Chine d'un côté, la Russie avec l'Ukraine. Et puis je crois que là on a un petit best-of quand même récemment avec les États-Unis. Ça s'est accéléré. Voilà, alors voilà, le président nous a aidé un peu cette semaine, voilà, il a fait encore quelques déclarations additionnelles, mais clairement le monde a changé depuis 2022 avec une véritable prise de conscience. Je l'espère, en tout cas au niveau européen, qu'il faut changer aussi nos modes opératoires. On a vu, voilà, retour de l'unilatéralisme. On pense qu'on ne peut plus faire confiance à l'ensemble des autres pays. La déclaration sur la sécurité nationale des États-Unis au mois de novembre a clairement exposé l'ensemble de ces thématiques en disant que l'article 5 de l'OTAN était remis en question, donc le changement de priorité des États-Unis. Et donc, du coup, le corollaire de ça, c'est effectivement au niveau européen une prise de conscience plus forte qui s'est probablement accéléré en 2025, qu'il fallait reprendre un peu notre destin en main sur l'ensemble de ces enjeux. Jérôme Brussac, votre question. Et du coup, est-ce que vous sentez que le regard des investisseurs sur les sujets de défense, notamment intermétiques, ont changé, ont évolué? Oui, clairement, là, il y avait un véritable changement. Nous avions démarré tout notre système d'investissement et toutes nos équipes, nous avions mis en place à partir de 2019-2020. Nous avions mis en place notre premier fonds aéronautique défense. Clairement, depuis le début de l'année 2025, ça s'est accéléré en 2025, de la part des institutionnels notamment, français, pan-européens, un angle différent sur ces sujets qui finalement ressurgissent en se disant oui, les enjeux ESG sont importants, ils sont toujours au cœur de ce qu'on a toujours fait, mais se défendre fait partie aujourd'hui de la souveraineté, défendre nos populations et tout ce qui consiste à la dissuasion, notamment le général de Gaulle a mis en place cette fameuse dissuasion nucléaire, sont clairement au centre des préoccupations. Ça ne se fait pas au détriment de l'ESG un petit peu? Non, pas du tout. Non, parce que c'est pas contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Alors, l'environnement ESG et toutes les règles ESG, je pense, apportent beaucoup plus de transparence, y compris sur ces sujets de défense, alors qu'il y a un certain nombre d'interdictions, un certain nombre de revues préalables à l'investissement ou quand on investit dans les entreprises, de revues additionnelles. Moi, je pense que c'est de la transparence, au contraire, additionnelle, c'est du positif. Lisa, vous avez une nouvelle question. Mais justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous parlez beaucoup de défense et de sécurité. Il semble prendre le pas sur la souveraineté au sens large. Pourquoi est-ce que ce périmètre vous semble aujourd'hui plus prioritaire par rapport à l'énergie et aux infrastructures ?
Je ne sais pas s'il est plus prioritaire par rapport aux énergies et aux infrastructures, je pense qu'il est complémentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce panel de ces enjeux de réindustrialisation, la défense a sa part aujourd'hui importante. Donc on voit qu'on doit reprendre notre destin en main, notamment sur ces sujets de défense. Aujourd'hui, juste pour vous citer un chiffre qui me semble important, vous voyez, sur le budget militaire des pays de l'OTAN, il est passé d'un peu plus de 260 milliards en 2018-2019 à l'an dernier, 2024, 380 milliards. Donc déjà, c'est des ressources additionnelles pour ces sujets. Il y a des pays qui sont allés à presque 5% ou qui sont on est engagés encore très loin à 4-5%, mais les plus engagés. On est encore très loin des... Ouais. Certains, effectivement, ont clairement accéléré. Donc l'an dernier, c'est cet ordre de grandeur, 380 milliards. À horizon 2030, c'est 600 milliards. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a vraiment des perspectives, des fondamentaux sur ces sujets défense qui sont là, qui sont très présents. Mais un élément important, c'est également sur ces budgets, qu'est-ce qui est dépensé pour des acteurs européens ? Or, aujourd'hui, le constat, il fait assez mal. C'est 18% de ces sommes qui sont engagées vis-à-vis d'acteurs européens. Donc là, oui, fondamentaux importants avec des véritables prises de conscience qu'on doit mettre des moyens supplémentaires. Les pays européens l'ont fait. Mais le deuxième corollaire, et qui est important, qui va être aussi un facteur important de création de valeur, c'est de se dire, ces 18%, on doit augmenter cette part. Il nous reste une petite minute dans cette première partie. Jérôme, une question rapide ? Rapidement, sur certaines technologies utilisées, elles ont ce qu'on appelle un caractère dual, elles peuvent être utilisées de manière militaire ou de manière civile. Est-ce qu'il y a des passerelles dans les investissements que vous déployez ? Totalement. Alors ça, je pense, c'est un élément très important à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces activités, notamment aéronautiques, civiles et militaires, sont très imbriquées. Voilà, ces industries sont totalement liées de par l'ensemble des programmes sur lesquels elles travaillent. Et du coup, toute la chaîne de valeur auquel nous, on va s'intéresser, ou on s'est intéressé depuis 2018, elle est imbriquée. C'est-à-dire que les entreprises, quand vous travaillez sur une commande de vol, Cruiser, une de nos sociétés en participation qui travaille sur des commandes de vol d'hélicoptères, vous allez retrouver ces commandes de vol sur les hélicoptères civils, mais également sur les hélicoptères militaires. Donc ça, c'est aussi, je pense, d'un point de vue gestion de patrimoine, important de se dire que ces industries sont impliquées et qu'on n'est pas par conséquent uniquement présent sur un secteur défense qui pourrait dépendre effectivement de budgets ou non qui sont débloqués par les États, mais qu'on a également là des fondamentaux aussi très importants sur le trafic aérien et sur tout ce qui est civil. Bien, on en reste là pour la première partie de ce Face au marché. À suivre, on fait un focus sur le positionnement de Tikehau Capital dans la défense et la sécurité. Restez avec nous. La défense et la sécurité, thème très prisé des sociétés de gestion en ce moment et expertise forte de Tikehau Capital. Avec quel dispositif et quel positionnement? C'est la deuxième partie de ce Face au marché consacré donc à Tikehau Capital. On est toujours avec Henri Marcoux ainsi que nos deux experts, Lisa Wilms et Jérôme Russa, qui vous posent la première question de cette deuxième partie. Oui, il y a de nombreux gérants qui nous proposent d'investir sur le thème de la défense. Pourquoi nos investisseurs, sur nos conseils, devraient investir via vos bons soins? Alors, depuis le début de l'année 2025, de nombreux acteurs, effectivement, se sont intéressés au secteur de la défense, ce qui est très bien, je pense, pour l'écosystème. Après, ce que nous avons mis en place, nous, date aujourd'hui de 2019-2018. C'est-à-dire que dès 2020, nous avons mis en place un certain nombre de fonds à destination des institutionnels traitant justement du secteur aéronautique civile et défense, de cette fameuse dualité que nous avons évoquée précédemment. Et donc, nous avons mis en place un schéma opérationnel. Ce sont plus de 30 professionnels aujourd'hui de l'investissement qui déploient du capital. Nous gérons un peu plus de 2,5 milliards d'encours. Nous avons investi 1 milliard sur les 5 dernières années. Nous avons en portefeuille 30 entreprises, c'est plus de 25 000 salariés. Donc professionnels de l'investissement, également des accords qui ont été noués avec les 4 grands donneurs d'ordre de cette industrie, Airbus, Dassault, Thales, Safran notamment, et puis plus d'une vingtaine d'experts, soit d'anciens de cette industrie, l'ancien directeur des programmes à 350, Didier Évrard, ou d'anciens militaires, anciens chefs d'état-major de l'OTAN qui travaillent à nos côtés pour justement nous aider à naviguer dans ce système de défense. On est un peu bilingue, c'est-à-dire on fait le lien entre d'un côté cette industrie et toutes ses spécificités, parce qu'elles sont nombreuses, cette dualité, et puis le système de l'autre côté, le monde de la finance. Justement, moi, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur comment est-ce que gèrent vos équipes ces investissements dans le domaine de la défense et de la sécurité, et qu'est-ce qui distingue votre gestion, votre organisation des autres acteurs de la place et des autres fonds en conséquent? Alors, le premier point, on l'a dit, je pense, c'est avant tout l'antériorité.
C'est vrai qu'aujourd'hui, cet écosystème que nous avons mis en place, il date de 2020. Donc déjà, nous avons pu connaître un certain nombre de cycles et de comprendre comment ces cycles fonctionnaient. Deuxième élément, c'est l'ensemble des équipes au sein de Tikehau. Donc c'est 30 professionnels de l'investissement qui déploient du capital. Le troisième élément, c'est ce partenariat que j'évoquais il y a un instant avec l'ensemble des grands donneurs d'ordre qui sont eux-mêmes investis dans nos fonds. C'est important de dire que ces 4 donneurs d'ordre aujourd'hui ont plus de 400 millions exposés dans l'ensemble des fonds. Partenariat également avec la BPI, la Caisse des dépôts, qui ont investi plus de 300 millions d'euros dans les fonds que nous gérons. Et puis ces experts opérationnels qui viennent compléter un peu justement avec ce savoir-faire. C'est vraiment important de comprendre quand on intervient sur l'ensemble de ces secteurs, quelles sont les technologies sur lesquelles il faut se positionner, quels sont les programmes qui vont être mis en avant, là où est-ce qu'il y a des enjeux aussi de changement de génération. Donc nous, notre rôle, l'ensemble de ces équipes sont là pour identifier quelles sont les bonnes technologies, les sachants. Donc, typiquement, nous avions racheté il y a 4 ans une société qui s'appelle Elvia, qui fait les cartes électroniques du Rafale, sur lesquelles nous avons mis à disposition des moyens importants, plusieurs augmentations de capital, afin de leur permettre justement de doubler leur capacité de production. Donc c'est tout cet écosystème dans lequel nous naviguons avec l'ensemble de ces équipes et de ces partenariats. Jérôme, vous avez une nouvelle question. Oui, bien sûr. Très concrètement, de quel type d'investissement ont besoin les entreprises de ce secteur? Et du coup, comment vous y répondez? Ce secteur, et qui encore une fois, et c'est ce qu'on appelle toute la supply chain, toute la chaîne de valeur justement des secteurs de l'aéronautique civile qu'on évoquait, du secteur militaire, toutes ces entreprises aujourd'hui, elles font face à des besoins énormes. C'est-à-dire que les fondamentaux qu'on a évoqués se traduisent par des carnets de commandes très importants. Sur le civil, plus de 15 000 avions en commande entre Airbus et Boeing. Sur le militaire, on peut citer le Rafale, plus de 240 avions en commande, on n'en a produit que 21 l'an dernier. Et par conséquent, on se fait face aujourd'hui à des gros besoins sur toute la chaîne de valeur, sur cette fameuse BITD. Vous en entendez souvent parler, c'est 4 000, 4 500, 5 000 entreprises. Et donc toutes ces entreprises, aujourd'hui, elles font face justement à des montées de cadence. Elles ont besoin de capitaux propres, ces entreprises. Elles sont souvent familiales, elles font face à des enjeux de transition générationnelle. Elles doivent se structurer. Et donc toutes nos équipes sont là pour leur apporter non seulement des capitaux, mais également un véritable savoir-faire. C'est-à-dire que, généralement, nous travaillons avec elles pour renouveler un certain nombre d'équipes quand c'est le besoin, direction commerciale, direction technique, direction financière, pour les aider à mieux appréhender ces enjeux justement de montée en cadence, mais également ces enjeux auxquels ils peuvent faire face de transition générationnelle, de nouveautés dans des programmes. Lisa, votre question? Donc justement, pour continuer sur cette idée sur les enjeux de supply chain, donc les experts qui sont à vos côtés sur la défense et la sécurité viennent vous aider, au-delà d'apports de capitaux, à structurer tout ça, à apporter de la valeur au-delà du capital. Exactement. Alors, nous, en tant qu'investisseurs, notre rôle, il est multiple. Il est d'abord d'identifier de bons investissements. Donc ça, c'est tout ce qu'on va faire en amont, en termes de due diligence, de connaissance du secteur. Mais une fois que nous devenons actionnaires d'une entreprise, je le disais tout à l'heure, un peu plus d'une trentaine d'entreprises en portefeuille, eh bien, il faut les aider à travailler. Donc l'ensemble du setup que j'évoquais, les 30 professionnels de l'investissement, les 20 experts opérationnels, vont travailler au quotidien sur l'ensemble des problématiques, que ce soit des problématiques de développement du chiffre d'affaires, des problématiques de coûts quand il y en a, des problématiques de croissance un peu à l'international. C'est tous ces travaux qui vont être effectués. Encore une question rapide, décidément. Je vous laisse toujours les questions rapides, Jérôme, pour clore cette deuxième partie. Avec plaisir. On voit une forme d'emballement quand même sur la défense. Il n'y a pas un risque de bulle si tout ça planifie finalement? Moi, je ne pense pas, parce que quand on regarde d'un œil extérieur, on se dit qu'est-ce qui se passe? Des fondamentaux qui sont très bons, du coup des carnets de commandes qui sont remplis. Je le disais sur l'aéronautique civile, plus de 12 ans d'années de production, similaire sur le militaire. Donc aujourd'hui, les besoins, ils sont là. Donc clairement, les besoins sont là et c'est structurel, c'est pas conjoncturel. Et donc il y a de véritables enjeux autour justement de déployer du capital sur ces besoins. Voilà, c'est tout pour la deuxième partie de ce Face au marché. Maintenant que l'on a vu comment Tikehau Capital était organisé pour se saisir de ces questions de défense et de sécurité, on va voir avec quelles solutions. À tout de suite. Comment se saisir de la défense et de la sécurité quand on est investisseur? Avec quel type de solution? C'est la troisième partie de ce Face au marché, toujours consacré à Tikehau Capital. Et notre invité, Henri Marcoux, interrogé par nos deux experts, Jérôme Brussac et Lisa Wilms, qui vous posent la première question de cette troisième et dernière partie.
Vous avez un fonds qui est disponible dans l'assurance vie, le fonds UC LTIF2 TKO, Défense et Sécurité. De quoi s'agit-il exactement comme fonds et qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Alors, fort de tout ce que nous avons déployé depuis 2020, c'est-à-dire un fonds à destination des institutionnels sur l'aéronautique civile et la défense, un fonds sur la cybersécurité à destination des institutionnels, nous avons créé ce fonds LTIF l'an dernier, avec sa première valeur liquidative le 15 juillet. Et donc ce fonds permet d'investir dans ces deux véhicules à destination des institutionnels, aéronautique civile et militaire d'un côté, cybersécurité de l'autre côté, et donc par conséquent d'avoir une exposition sur l'ensemble des secteurs que nous avons revus précédemment dans la deuxième partie de cette émission, et justement de déployer du capital sur l'ensemble de ces secteurs, de toutes ces chaînes de valeur qui bénéficient aujourd'hui de ces fondamentaux importants et de ces tendances importantes. C'est une espèce de best-of de vos expertises dans la matière, c'est ça? Exactement, ça permet d'accéder à l'ensemble de ces fonds que nous déployons depuis 2020 avec ces 30 entreprises en portefeuille et de bénéficier de tout le savoir-faire de Tikeo en la matière. Jérôme. Pour des investisseurs plutôt patrimoniaux, qui sont nos clients, ce type de véhicule, qu'est-ce qu'ils peuvent promettre ou amener, en tout cas en termes de diversification, de rendement, de risque? Je pense que ce qui est important d'avoir en tête déjà, c'est qu'on se situe sur du capital investissement, sur du private equity. Donc en termes de durée, c'est important de comprendre sur les investissements long terme. Nous-mêmes, quand nous investissons dans une entreprise, à travers une augmentation de capital pour agrandir une usine, c'est des investissements qui sont sur le long terme. Donc ça, en termes de durée d'investissement, déjà, on est sur des choses qui sont recommandées généralement plus de 5 ans. En termes de rendement cible, aujourd'hui, ce type de produit peut espérer quelque chose qui sera de l'ordre de 8%. À terme, aujourd'hui avec une exposition 70% en capital investissement. Lisa. Comment est-ce que ce fonds Tikeo Défense et Sécurité s'articule-t-il avec Tikeo Aero Partner 2, Feeder, qui cible lui davantage la chaîne de valeur aéronautique et défense? Alors, ce fonds LTIF que nous venons de décrire, justement, investit dans ce fonds Aéropartner qui cible toute cette chaîne de valeur. Il est disponible à travers les contrats d'assurance vie, les contrats d'épargne retraite, à travers nos partenaires, l'ensemble de partenaires distributeurs. A contrario, aujourd'hui, vous pouvez également investir directement dans notre fonds aéronautique défense à travers notre plateforme digitale, Opal Capital, qui vous permet d'investir directement dans ce fonds sous un schéma différent. On n'est pas sur un fonds LTIF, on n'est pas sur un fonds qui est totalement appelé dès le début comme on est sur une unité de compte, puisqu'on est sur un fonds qui sera en appel de fonds en fonction des engagements à travers la plateforme Opal Capital avec un minimum de souscription de 100 000 €. Oui, voilà, donc il y a un ticket quand même beaucoup plus élevé. Plus élevé, rendement cible différent également. Défense et sécurité qui est censé démocratiser un petit peu. Également, en fonction des compagnies d'assurance vie, soit CNP, Société Générale ou Carac, on a des minimums d'investissement qui sont différents. Là, si on se positionne directement sur le fonds à travers Opal Capital, on a également des rendements cibles qui sont différents parce qu'on sera probablement supérieur à 20% en termes de rendement cible à échéance. Jérôme. Ok. On parle là majoritairement de private equity. Ouais. En quoi cette classe d'actifs, elle vous semble adaptée justement au sujet de la défense et de la sécurité? D'autres feront le choix d'actions cotées. Alors ça, je pense que c'est un enjeu majeur de l'époque dans laquelle on vit. Effectivement, on voit, c'est donner du sens à notre épargne. De plus en plus, on se dirige vers le capital investissement. Le capital investissement, c'est diriger l'épargne vers des entreprises. Prise de participation dans des entreprises, fournir du capital à ces entreprises pour faire face à ces besoins, donc à travers des augmentations de capital et donc des investissements derrière, c'est effectivement totalement différent que d'investir dans une action d'une entreprise sur un marché réglementé. Or aujourd'hui, on est véritablement dans un sens où, comme on l'a vu, on a besoin, ces entreprises-là, elles ont besoin de capitaux, besoin de ressources. On est sur des entreprises petits PME, SMEs, ETI, qui ont besoin de ces ressources. Et clairement, aujourd'hui, en tant d'épargnant, ce positionnement, ces fondamentaux solides, et se positionner sur ce secteur répond et donne, je pense, beaucoup plus de sens à notre épargne. Peut-être aussi que l'univers est plus large que l'univers coté des acteurs de la défense. Alors, l'univers coté des acteurs de la défense, il est effectivement plus restreint au niveau européen. Voilà. Et surtout, si vous regardez la performance des acteurs cotés de l'univers de la défense en 2025, je pense qu'aujourd'hui, en termes de valorisation, c'est relativement fourni. Voilà. D'accord. Lisa, encore le temps pour une question. On va parler peut-être du fonds éligible au PEA, le Tikeo European Sovereign Fund. Est-ce que c'est une porte d'entrée qui est plus liquide
que les autres fonds qu'on a cités précédemment, ou est-ce que c'est un complément naturel pour un investisseur qui serait déjà investi sur du non-coté ? Alors là, ce fonds-là, en l'occurrence, est un fonds coté, donc il se positionne sur un schéma qui est beaucoup plus divers en termes d'univers d'investissement, puisqu'on est sur des enjeux de souveraineté, et donc pas uniquement sur des univers liés à la défense ou à l'aéronautique civile. Donc effectivement, univers d'investissement plus large, sur un univers coté, à travers un véhicule qui, lui, est beaucoup plus liquide et qui peut être arbitré beaucoup plus facilement que ne sont des sous-jacents à capital investissement. Jérôme, vous avez l'honneur de poser la dernière question. Alors, une double question assez courte. Pour un investisseur privé, la part que ça doit représenter en termes d'investissement dans un portefeuille diversifié et surtout la réalité, dans quoi l'investisseur investit en mettant son argent chez vous? Alors, la part, concrètement, je pense qu'effectivement, c'est une part qui doit généralement être limitée entre 10, 15, 20%, puisque c'est une part qui sera non liquide, avec une échéance plus longue en termes d'investissement, je le disais, supérieure à 5, 6, 7 ans, clairement. Concrètement, l'investissement dans notre fonds LTIF va donc se déployer dans nos fonds aéronautiques, civils et défense et dans nos fonds cybersécurité. Et donc ça veut dire que cet argent, il va être investi dans des entreprises qui sont positionnées sur ces secteurs. Donc il va servir au rachat d'entreprises, au financement d'entreprises de CAPEX. Dernier exemple en date, nous venons d'acquérir une entreprise qui s'appelle Ciotek, qui est un des leaders, le leader européen sur les systèmes d'avionique embarqués sur les avions, sur les tours de contrôle. 3 acteurs mondiaux, 2 Américains, 1 Européen. Nous avons racheté cette entreprise qui fait face à de gros besoins dans le contexte actuel, moitié de ses effectifs à côté de Toulon. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Henri Marcoux d'avoir été avec nous, directeur général adjoint de Tikehau Capital. Merci d'avoir participé à ce Face au marché. Et puis merci à nos 2 experts également, Jérôme Russac du groupe Rain et Lisa Wilms d'Engage Finance. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.